Bonjour et bienvenue à la chaîne 13 Pichado pour la mise à jour du bulletin des finances de l'OM qui est basé sur les comptes individuels des clubs qui ont récemment été publiés par la DNCG. On va se concentrer uniquement sur l'Olympique de Marseille dans cette vidéo. Alors au niveau des produits hors mutation, on a vu quelques évolutions. Au niveau du chiffre d'affaires, on est à un niveau record qui est bien aidé par les 50 millions d'euros d'aide de CVC qui tombent dans les autres produits. On a aussi des records battus en matière de sponsoring qui a fait x2 depuis 2019 et aussi au niveau du merchandising qui apparaît et qui constitue l'essentiel des autres produits. La billetterie, elle est proche d'un niveau record de 2023, même si avec la non-participation à la Ligue des Champions, on est un petit peu en dessous cette année. Au niveau des droits télé, on est en baisse avec la non-participation à la Ligue des Champions, et là on va voir que ça aura un plus gros effet en 2025. Mais tout ça c'est avant DAZN, donc on verra encore plus de baisse des droits télé en 2025. Mais il n'y a rien de particulièrement bizarre dans les chiffres, en tout cas au niveau des produits d'exploitation. Au niveau des charges hors mutation, on trouve quelque chose qui est un petit peu différent de d'habitude. La masse salariale, elle reste à peu près à 63% des produits hors mutation. Elle constitue encore l'essentiel des charges. Ça reste toujours le principal poste de dépense. Les coûts des transferts sont encore légèrement en hausse, mais ça reste dans les mêmes clous que ce qu'on avait précédemment depuis que McCourt est en place. Donc la barre orange, là que vous voyez, elle est toujours à peu près pareille. On a la barre bleu clair qui représente les coûts d'agents, les commissions d'agents qui, elle, est un petit peu plus élevée que d'habitude. On a une augmentation surprenante cependant des postes des autres charges qu'on va explorer plus en détail après. Au niveau des amortissements des indemnités de mutation et du résultat des opérations de mutation, on constate que les amortissements de transfert dépassent 50 millions d'euros pour la première fois. On a le coût net des opérations de mutation qui représente donc 60 millions d'euros, plus de 60 millions d'euros, ce qui est consécutif aux nombreux transferts. Donc là, le coût net des opérations de mutation, juste pour être clair, je prends en considération les amortissements des indemnités de mutation, les honoraires d'agents et intermédiaires et le résultat des opérations de mutation là-dedans. Les commissions d'agents, elles atteignent un niveau préoccupant de 20 millions d'euros pour la deuxième fois. Donc là, on est à un niveau de commission d'agents qu'on n'avait pas connu dans le passé depuis 2 années consécutives. Et on est à un niveau de commission d'agents qui est record au niveau de la Ligue 1 ou presque, puisqu'on dépense pratiquement 7% de la valeur de notre effectif en commission d'agents. À part Reims, la plupart des autres clubs sont à un niveau nettement inférieur. Les autres charges, elles augmentent de 35 millions d'euros. Alors comme on l'a vu, c'est assez surprenant. Le transfert de la gestion du stade à Mars 360, qui nous a été expliqué par Romain Canuti notamment au niveau du Phocéen, pour moi ça ne peut pas expliquer plus de 3 à 5 millions d'euros de cette augmentation. Ce serait absurde d'avoir fait une session interne et d'avoir doublé, triplé ou quadruplé les coûts de son stade pour le club. Ce serait absurde d'avoir fait ce choix-là. Donc on peut comprendre qu'il y ait une légère augmentation, éventuellement qu'il y ait une petite surfacturation de Mars 360, mais au-delà d'un certain niveau, ça n'explique pas toute cette augmentation de 35 millions d'euros. Alors où est-ce qu'on va chercher les explications? On va aller chercher les explications d'abord des provisions liées au licenciement des coachs et des staffs, puisqu'on se souviendra que la saison dernière, elle a été marquée par les licenciements d'abord de Marcelino, puis de Gattuso, puis éventuellement la fin de contrat de Jean-Louis Gasset avec chaque fois leur staff, qu'on a également assisté au départ de Tessier, de Grégory Lamela et d'une partie du staff dirigeant de l'Olympique de Marseille. On a vu des coûts aussi qui ont pu être liés à des charges externes ou d'autres consultants externes comme Mehdi Benatia qui était employé la saison dernière en tant que consultant externe et qui du coup apparaîtrait dans les autres charges de l'Olympique de Marseille pour un montant qui pourrait ne pas être très significatif mais expliquer une partie des 30 millions d'euros qui nous manquent. En tout cas, des explications plus détaillées seraient bienvenues de la part du club.
On espère en tout cas que ces charges, elles sont non récurrentes et qu'elles sont liées à des événements un peu exceptionnels qu'on ne devrait pas retrouver en 2025. Sinon, ces 110 millions d'euros de charges, d'autres charges, ils sont clairement hors de proportion avec ce qu'un club comme l'Olympique de Marseille devrait dépenser en autres charges. Au niveau du déficit structurel, avec tout ça, on est toujours dans des positions de déficit structurel très préoccupants, puisque en dehors des paiements CVC, effectivement, comme l'a dit Romain Molina, l'OM aurait perdu 90 millions d'euros, et si l'OM s'était pas qualifié en Coupe d'Europe en 2024, le déficit structurel serait encore pire. Sans qualification en Coupe d'Europe ni paiement CVC, l'OM perdrait 140 millions d'euros ou plus en 2024. Avec la baisse des droits télé nationaux, la qualification en Ligue des Champions devient d'autant plus essentielle. Au niveau de l'endettement, l'Olympique de Marseille a toujours un niveau d'endettement financier qui est assez modéré, mais les dettes sur mutation, elles ont augmenté de 147 millions d'euros en 3 ans. Alors, ça correspond à l'étalement systématique des paiements sur les joueurs achetés. On en parle beaucoup par rapport à la politique de Longoria à ce niveau-là. C'est pas surprenant, mais ça prend des proportions qui sont préoccupante dans la mesure où aujourd'hui, cet argent-là, c'est de l'argent que l'OM va devoir payer pour des joueurs qui sont au club ou qui n'y sont plus. Les autres dettes, elles augmentent également de 130 millions d'euros en 3 ans, très parallèlement à ces dettes de mutation de joueurs, ce qui m'interroge sur le fait que potentiellement, ça pourrait être des contrats de tierces parties déguisés d'une manière ou d'une autre, des endettements que le club aurait pris au moment d'acheter les joueurs, qui oblige le club derrière à rembourser d'abord un tiers créancier avant de pouvoir récupérer une partie du produit du club, auquel cas on n'est pas vraiment propriétaire de notre effectif, on a un espèce de créancier qui finance chacun des joueurs et qui attend qu'il y ait un retour sur investissement individualisé sur chacun des joueurs. C'est une position qui est très inconfortable, qui est celle de beaucoup de clubs belges ou brésiliens, notamment avec des problèmes de tierce propriété. Et on espère que cette augmentation des autres dettes, elle ne cache pas une tierce propriété à l'Olympique de Marseille. On aimerait certainement avoir des explications plus claires de la part du club sur cette augmentation très forte, à la fois des dettes sur mutation et des autres dettes au bilan. Alors, quand je fais la critique de la projection financière précédente, je m'aperçois que j'étais pas si mal que ça sur les grandes lignes. J'ai eu un écart assez minime finalement en dehors de mon timing du paiement CVC que j'avais évalué un petit peu de manière erronée. Mais à part ça, je me suis pas trompé de beaucoup sur les grandes masses. En particulier sur la rémunération du personnel chargé et des produits hors mutation. Alors j'ai été surpris par la hausse de 35 millions d'euros des autres charges que j'avais pas anticipé. J'aurais pu en anticiper une partie, notamment les indemnités de licenciement. Je suis quand même surpris que le changement de périmètre avec la sortie de Mars 360 et de la gestion du stade ait un effet négatif sur le club. Je trouve que ça, c'est pas très sain dans l'absolu. Mais globalement, je trouve que la projection financière, elle tient à peu près la route dans l'ensemble. Je vous ai donné des explications détaillées sur chacun des postes et là où il y avait des erreurs. Bon, je me tiens à mon exercice. Pour 2025 et 2026, pour la projection financière, du coup, je vais avoir certains éléments à surveiller. Alors attention, là, il faut lire de droite à gauche. Donc dans la colonne de droite, dans les colonnes de droite, vous avez les éléments qu'on connaît principalement pour 2022, 2023, 2024. Et à partir de là, on essaie de construire 2025 sans Coupe d'Europe. Donc on aura des revenus forcément sans Coupe d'Europe qui seront inférieurs à 2024. On aura également en 2026, on espère, la participation à la Ligue des Champions. Alors, la non-participation en Coupe d'Europe, ça devrait nous faire perdre 45 millions d'euros en 2025. La qualification en Ligue des Champions, ça devrait faire une différence de plus 100 millions d'euros en 2026 ou plus 55 millions d'euros net, si vous voulez comparer par rapport à 2024.
Donc, en revanche, on a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte, notamment le fait qu'on avait les paiements CVC dans les comptes de 2024 qui n'y seront plus en 2025 et en 2026. Et au contraire, on aura une baisse des droits télé nationaux en 2025 et 2026 que j'ai essayé de prendre en considération. L'objectif pour le club à moyen terme, ça doit être de contenir le résultat hors mutation à environ 100 millions d'euros et le résultat net à environ 70 millions d'euros pour 2025 et de cibler, de revenir à peu près à l'équilibre à une quinzaine ou une trentaine de millions d'euros près en 2026 avec la qualification en Ligue 2 des Champions. Mais ça reste un club qui est fortement déficitaire et qui est très dépendant de sa qualification en Ligue des Champions pour arriver à fonctionner. Au niveau de la projection financière, du coup, ça ressemble à peu près à ça. On s'attend au niveau des produits hors mutation, comme je vous le disais, à une réaugmentation en 2025-2026 qui nous permettrait de revenir à peu près au niveau de 285 millions d'euros de produits hors mutation qu'on avait connus en 2024, mais cette fois-ci sans CVC. On a un budget de charge qui sera sûrement en baisse en 2025. Pablo Longoria nous en a parlé. On a notamment une baisse de la masse salariale que j'ai estimée à 135 millions d'euros et un effet également bénéfique des prêts avec option d'achat puisqu'on a vendu des joueurs en début de saison et que avec l'effet des prêts option d'achat, on ne fera les achats qu'en fin de saison. Du coup, on aura peu d'amortissement relativement pendant la saison 2024-2025, ce qui devrait avoir un effet légèrement positif sur les comptes de l'OM. Les autres charges non récurrentes de 2024 également liées au licenciement qu'on espère économiser, ça devrait un peu limiter la casse par rapport aux 140 millions d'euros qu'on aurait perdu selon le niveau de dépenses qu'on avait en 2024. Mais néanmoins, on est sur un niveau de charge d'exploitation très élevé. Donc merci, surtout abonnez-vous et puis posez vos questions, c'est comme ça que la chaîne vit.